L'évolution de l'opération spéciale russe en Ukraine et la tension qui ne cesse de monter en mer de Chine entre Pékin et Washington suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan font dire à beaucoup de spécialistes qu'un nouvel ordre mondial est en émergence. Les BRICS sont la tête de pan économique de cet nouvel ordre auquel des pays africains aspirent à y adhérer. Cependant, des problèmes endogènes aux cultures et aux économies de ces pays pourraient rendre la tâche très complexe, à moins que les réformes nécessaires ne soient engagées. Où se trouvent exactement les opportunités qu'offre le nouvel ordre mondial à l'Afrique? Quels sont les problèmes endogènes à la culture et l'économie africaine qui doivent être jugulés pour ne pas rater la chance offerte par ce nouvel ordre mondial? Réponse avec le philosophe, écrivain et analyste politique et économique algérien Mohamed Bouhamidi. Je voudrais d'abord commencer par dire que les BRICS, aujourd'hui, bien plus qu'hier, présentent une chance pour les pays africains, mais aussi les autres pays du tiers-monde, pour sortir d'une situation de dépendance par rapport à la domination monétaire, par exemple le franc CFA dans les anciennes colonies françaises, ou par rapport à la domination du dollar pour l'ensemble des autres pays du tiers-monde. Pourquoi aujourd'hui c'est une chance plus qu'hier? Parce que nous nous retrouvons dans une situation de précipitation de la fin de l'ordre unipolaire. Elle a commencé depuis très longtemps, elle a été patiemment construite à travers des unions économiques, plus que politiques, plutôt économiques, entre la Russie, la Chine, l'Inde, en fait, les BRICS, qui se sont élargis donc à un pays africain, qui est l'Afrique du Sud, l'Afrique donc représentée déjà au niveau des BRICS, et le Brésil qui quand même se situait dans une sphère d'influence directe des États-Unis. Ces BRICS rassemble en réalité des pays qui ont des systèmes et des choix d'options économiques très différents. Nous avons donc la Chine communiste, la Russie qui est installée dans une vision d'un capitalisme national. Nous avons l'Inde qui est une grande puissance économique, mais dont les choix ont été de sortir prudemment et lentement de la domination anglaise. Cette possibilité pour des pays qui ont différentes options économiques de s'unir autour de problèmes, autour de la résolution de problèmes économiques qui sont des problèmes d'échange entre deux pays qui ont des ressources réelles. C'est cela que nous, les pays africains ou enfants de l'Afrique, devons comprendre en premier lieu. Les BRICS réunissent des pays qui fabriquent des choses, qui produisent des biens et qui produisent des biens concrets et des biens dont nous avons besoin. Aussi bien le blé que l'huile russe, que beaucoup de composants chinois, que de produits du Brésil, tels que le sucre et autres produits. Et cela, c'est ça l'image dominante. En fait, les BRICS sont des pays qui produisent des biens réels, qui ont une économie réelle. Alors que nos pays africains sont, l'Afrique en général, mais pas seulement l'Afrique, d'autres pays du tiers-monde, sont soumis à des pays qui maîtrisent le seul échange financier, sans être eux-mêmes des producteurs de biens essentiels. Alors on va me dire, oui, mais les États-Unis produisent des biens essentiels. Ce n'est plus vrai. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. ont délocalisé vers les pays émergents qu'ils ont considérés comme des ateliers.
comme des ateliers de production, tandis que eux contrôlaient uniquement la circulation de l'argent. Et comme vous contrôlez la circulation, vous allez contrôler les carrefours, par là où les gens doivent passer. Ce sont ces carrefours financiers qui sont entre les mains des grandes puissances anciennement coloniales, à travers le FMI, à travers la Banque mondiale, à travers la Fed, à travers la Cité de Londres, mais surtout à travers le dollar, qui a replongé notre continent dans une forme nouvelle de colonialisme. Les carrefours, c'est que lorsqu'un pays africain était parmi les ex-colonies africaines de la France, lorsqu'ils vendent des produits en dollars ou en euros, ils sont obligés de les déposer dans une banque française. C'est-à-dire que c'est connu. Mais ce que le dollar a ramené en plus par rapport au colonialisme classique, c'est que le capitalisme de ces pays coloniaux était enclavé dans les pays africains. Ce n'était pas le développement capitaliste pour tous les Africains, au Sénégal, en Algérie ou ailleurs, mais c'était juste des enclaves où il y avait la présence de l'exploitation coloniale, le bois, le fer, le cacao, le coton, etc. Est-ce que la crise du dollar a ramené après la crise pétrolière, c'est que les Américains ont compris qu'il fallait que le monde entier, dans ses moindres recoins, devienne une zone d'extension du capitalisme, une zone d'expansion, mais non pas une zone de développement. Et donc ils ont classé le monde en 3 catégories. Le monde développé, c'était eux, et ils devaient s'occuper uniquement du contrôle de la circulation de l'argent. Les pays émergents, dans lesquels ils allaient transférer une production industrielle à bas coût, dans lesquels ils vont gagner des profits. Et puis un tiers-monde, nous l'Afrique en particulier, condamnés à la misère perpétuelle, au non-développement perpétuel. Le problème, c'est que le dollar, comme l'explique le grand économiste américain Michael Hudson, est devenu un endettement américain sans remboursement. Le dollar, c'est une monnaie faussaire. C'est elle qui permet de remettre l'ensemble des pays du monde, mais alors l'ensemble, là il n'y a plus d'exception, et dans les coins les plus reculés du monde, sous une forme de nouvelle exploitation coloniale. Voilà, donc bon, les gens connaissent l'histoire, c'est-à-dire, je ne sais plus qui c'est le président américain qui a découplé le dollar de l'or pétrolière de 1971, a permis à ce moment-là d'asseoir le dollar non plus sur l'or mais sur le pétrole. Et donc c'est la domination sur le pétrole, le transport du pétrole, la circulation du pétrole et des hydrocarbures en général, qui a fait que pour acheter n'importe quoi, vous devez acheter les dollars pour pouvoir acheter n'importe quoi à travers le monde. Les BRICS ont été une ouverture, donc sur un double axe, l'axe d'une alliance et des échanges entre des pays qui produisent de vrais biens, et ils ont ouvert la voie à l'échange dans des monnaies qui sont des monnaies locales, mais adossées à des biens concrets. Or, les biens concrets, l'Afrique, on en a. C'est-à-dire, nous avons, pour les biens concrets, nous en avons beaucoup. Alors, nous avons tous les gisements minéraux possibles et imaginables. Ça va de l'or, tungstène, les terres rares. Dans le Congo, on est un exemple. Nous avons des produits stratégiques comme le coton, comme le cacao. Nous avons le bois, nous avons, ce sont des richesses concrètes. Là-dessus arrive l'opération spéciale en Ukraine. Et cette opération spéciale en Ukraine, elle a montré quand même 3 choses pour tout le monde. 1,
les classements des économies fortes dans le monde, c'est peut-être un classement qui est faux. C'est la Russie comme pays derrière l'Italie. Or, il se trouve que la Russie se comporte en tant qu'économie comme une puissance économique bien plus forte que celle de l'Europe, et qu'elle a des ressources réelles. Et donc le classement était... Alors la deuxième chose, que le classement comptable des richesses, eh ben, c'est un comptable financier, c'est un classement financiarisé qui tient compte de la domination de la valeur des gens, c'est-à-dire de la monnaie, mais pas de la production des biens réels. Et de ce point de vue-là, donc l'Afrique, après avoir été exploitée sur un plan colonial direct, le plan colonial classique, elle est tombée, notamment pour la France-Afrique, dans un système de domination via le contrôle de la monnaie africaine. Bon, je parle des pays qui sont dans le franc CFA, mais ensuite, ce contrôle de la monnaie par le dollar a fait que toute l'Afrique et même le monde entier sont devenus des semi-colonies. Voilà. Ça, Yannis, c'est le... Oui, bien sûr. Et pour une fois, il y a une opération. On va montrer une troisième chose, un troisième point. C'est que le monde, pour sa vie concrète, pour sa vie réelle, c'est-à-dire pour manger du pain, pour avoir du pain, il dépend de l'économie russe, pas de l'économie américaine. Avec l'économie américaine, il peut faire la guerre. Mais il ne peut pas nourrir ces gens. Oui, et ben avec l'économie française, c'est des économies de domination, de puissance et d'agressivité. Il ramène uniquement les voies et les méthodes de domination. Nous, un pays africain, un pays anciennement colonisé, quand nous sommes libérés du colonialisme à des degrés divers d'indépendance, on a été plus ou moins indépendants. Parfois, il y a eu de fausses indépendances, souvent des dépendances sous tutelle, etc. Mais nous l'avons été à l'intérieur d'un ordre mondial qui a été fait sans nous, qui a été fait avant nous et sans nous, mais dans une configuration économique mondiale dans laquelle les échanges n'étaient possibles qu'en passant par les anciennes métropoles. C'est-à-dire que l'Algérie ne pouvait pas commercer avec le Mali qui a sa frontière et à un niveau significatif. Je ne parle pas, il y en a du commerce local qui est ancestral entre les Touaregs de nos deux pays. Mais à un niveau significatif, le coton du Mali, nous ne pouvions pas l'acheter. Et d'ailleurs, pourquoi l'acheter? Puisque nous n'avions pas une industrie de la filature. Et donc c'est la France qui a acheté le coton du Mali et qui nous le revendait sous forme de tissu. C'est ce monde, cet ordre mondial oppressif et oppressant qui a empêché ces pays de trouver une voie. L'opération en Ukraine a ouvert une faille dans l'ordre actuel. Donc cet ordre mondial actuel qui nous a été imposé. Et les pays africains se sont déjà engouffrés dans la faille. La position de la Centrafrique, la position du Congo, les manifestations qu'il y a au Burkina Faso, ce qui se développe au Mali, sont des signes clairs que dans cette ouverture historique qui s'est faite, la plupart des pays africains se sont alignés sur une orientation de libération par rapport aux puissances américaines et européennes. Ils ont refusé de condamner. Quand Zelensky a voulu leur parler, il y a eu 2 chefs d'État. Et donc c'est clair que cette faille a déjà été saisie. Ils ont compris que là, c'est une chance historique à ne pas rater. La preuve d'ailleurs qu'ils se sont engouffrés dans cette faille et que se sont engouffrés résolument
avec détermination et intelligence, c'est que le président Macron a été obligé d'aller faire une tournée en Afrique pour insulter les présidents africains et leur dire qu'ils sont des hypocrites parce qu'ils soutiennent une puissance dictatoriale. Alors, je vais rajouter un point important, c'est que dans cette bascule, les Africains, les dirigeants africains, et sous la pression aussi de leur peuple, avec l'intelligence de leur peuple, se sont engouffrés dans cette faille. L'exemple le plus probant, en dehors du Congo, Congo, Centrafrique, Mali, etc., c'est l'Égypte. Puisque l'Égypte, dès que l'opération spéciale en Ukraine s'est réalisée, l'Égypte a exprimé, d'abord elle a refusé de condamner la Russie, elle veut acheter le blé russe, d'ailleurs elle vient de rompre son contrat pour le blé ukrainien parce que les prix ont changé entre-temps, mais surtout elle veut rejoindre les BRICS. Elle veut rejoindre les BRICS, et ce n'est pas le seul pays. Aujourd'hui, la Turquie veut rejoindre les BRICS. L'Égypte, oui, l'Algérie a exprimé le désir. Et si nous prenons donc un pays extrêmement puissant en Afrique, très influent, c'est l'Égypte. L'Égypte, donc, s'aligne sur ses propres intérêts. Et donc, en dehors des diktats et des instructions que les Américains ont données, le poids du Nigeria est absolument considérable. En voulant rejoindre les BRICS, le Nigeria va avoir plus de chances de défendre ses propres intérêts, ses intérêts nationaux, et réaliser peut-être deux grands buts. Le premier but, c'est de faire passer son gazoduc via le Mali, l'Algérie. Et en suivant ce parcours, elle se donne une façon d'indépendance dans la gestion du transport de son gaz, parce que le transport de ce gaz est une question clé. Mais la deuxième chose que le Nigeria peut gagner dans cette affaire, c'est vraiment alléger la pression terroriste qui lui a été fabriquée par les Américains pour que précisément ce gazoduc ne passe jamais par le Nigeria et l'Algérie et qu'il passe par un pays allié des États-Unis, d'Israël et de l'Europe qui est le Maroc. Donc il y a ces pays africains, et en dehors des pays africains, cet attrait vers les BRICS et le fait qu'ils ont déjà utilisé cette faille pour commencer à se libérer fait que c'est comme dans les barrages. Quand les barrages commencent à se casser, ça commence, et puis au fur et à mesure, c'est la grande folie. Donc je pense ils sont déjà dans cette voie. Mais qu'est-ce que cela signifie que l'Iran, la Turquie, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie veuillent aller dans les BRICS? C'est qu'ils veulent rejoindre enfin les possibilités d'échange des économies réelles. Parce que là, ils vont y gagner. Que le prix du blé soit fixé à Chicago, alors que le premier producteur de blé au monde, c'est la Chine, le deuxième, c'est la Russie, l'Inde, c'est le troisième pays producteur de blé au monde aussi. Ce sont les plus grands producteurs, ne sont pas les maîtres des prix. C'est tout comme l'or. Et dans le prix est fixé à Londres, mais pas dans les pays principaux producteurs. Or, l'Afrique est un immense producteur d'or. Aujourd'hui, et ce sera pas l'avenir, l'Afrique elle a l'uranium, l'Afrique elle a le gaz, elle a le pétrole, elle a des perspectives de l'agriculture pour pouvoir nourrir ses peuples. Alors si on veut comparer cette réalité nouvelle avec l'ancienne, c'est que l'Afrique a déjà remboursé plusieurs fois la dette qu'elle a empruntée en Europe, aux États-Unis, et qui ont été présentées comme des aides au développement, alors que ce sont des dettes, l'afflux des capitaux, l'emprunt des capitaux. À l'intérieur de ce système de contrôle des flux de l'argent et des capitaux, fait que nous sommes des débiteurs
permanent, on va dire. Nous sommes obligés constamment de payer une dette qui ne s'arrêtera jamais. Parmi les mesures les plus immédiates que les peuples, enfin que les pays, que les États africains, que les peuples africains, c'est qu'ils ont devant eux un exemple frappant, irréfragable, que profondément cet Occident est resté un Occident raciste, profondément raciste. Quand on traite les Russes de sous-hommes, c'est que le racisme, il ne s'applique pas uniquement aux Noirs et aux Arabes, mais il s'applique à tous ceux qui ne sont pas comme eux. Et bon, et les Russes, ils ne sont pas comme eux, non pas parce qu'ils sont slaves, mais parce qu'ils ont une civilisation réelle. Les Africains ont vu comment, derrière les mots de liberté, de démocratie et de culture, on interdit des auteurs et des compositeurs de musique. Enfin, interdire Tolstoï, interdire Dostoïevski, c'est de la folie pure. Et puis les Africains ont vu, tout de suite, les Arabes aussi, mais le monde entier, les peuples du monde entier ont vu que la fabrication des ennemis est nécessaire pour le maintien de l'hégémonie colonialiste. Il y a juste encore 2 ans, même pas 2 ans, il y a 1 an, le danger principal du monde, c'était les Arabes et les musulmans. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les Russes. Peu importe que les Russes soient chrétiens, peu importe que les Russes soient un peuple multiethnique, peu importe que nous n'avons jamais entendu parler en Russie de guerre religieuse, ni d'islamophobie, que ce pays est quand même un exemple de coexistence pacifique entre les différentes confessions. Voilà, l'Afrique a bien a saisi de façon intelligente et déterminée cette faille ouverte par l'opération en Ukraine, et qu'ils ont très bien compris ce qu'a dit Poutine, qu'au premier jour de cette opération, c'était l'ordre unipolaire qui allait être détruit.